Amis des livres, bonjour et bienvenue sur mon canal, la bibliothèque de Raphaël. Aujourd'hui, nous allons parler des troisièmes aventures de Tintin, Tintin en Amérique. Alors, ce qu'on peut dire tout de suite pour commencer cette vidéo, c'est que contrairement aux deux albums précédents dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, Tintin au pays des soviets et Tintin au Congo, Hergé a bénéficié d'une plus grande liberté. Cet album, en effet, Tintin en Amérique, n'est ni un album de commande, ni un album de propagande. Il a été publié dans le supplément du XXe siècle, donc le Petit XXe, journal pour les enfants dont Hergé est le directeur, de septembre 1931 à octobre 1932. En France, il paraîtra un an plus tard, donc en 1933, dans le magazine catholique pour les enfants français appelé Cœur Vaillant. Parallèlement à cette carrière de dessinateur de bande dessinée, Hergé devient publicitaire. Il va ouvrir une petite agence de publicité pour assurer ses arrières, car on considérait à l'époque que le métier de dessinateur de bande dessinée, métier nouveau en Europe, n'était pas considéré comme sérieux. Donc, Hergé devient publicitaire, agence qu'il va fermer d'ailleurs quelques mois plus tard et qu'il rouvrira quelques années plus tard. On en reparlera dans une autre vidéo, car la carrière d'Hergé comme publicitaire est très intéressante. Alors, au départ, Tintin en Amérique, ne devait pas s'appeler Tintin en Amérique, mais les aventures de Tintin reporter à Chicago. Et c'est d'ailleurs sous ce titre-là que Hergé le publia dans Le Petit Vingtième. Ce furent, on peut le dire, également la dernière collaboration entre les éditions du XXe siècle, donc éditions assez confidentielles, liées évidemment au journal catholique belge Le XXe siècle, donc la dernière collaboration entre cette édition-là et l'abbé Vallée, puisque les éditions Casterman vont racheter les droits de Tintin en Amérique. Les éditions Casterman, je le rappelle, est toujours une maison d'édition très ancienne, puisque à l'époque d'Hergé, dans les années 30, elle avait déjà 150 ans. Elle était connue en Belgique, surtout pour éditer le bottin, c'est-à-dire l'annuaire téléphonique en Belgique. Alors, l'album initial a été donc publié en noir et blanc, publié par épisode, a été refondu en 1946. Il a été remis sous le format des 62 pages. J'avais expliqué dans une vidéo précédente pourquoi ce format de 62 pages, donc dû au manque de papier, à la guerre, etc. Il faut dire aussi qu'en 1946, Hergé n'a plus le droit de publier un seul dessin ou une seule ligne, car il a été épuré à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On l'a considéré non pas comme un collaborateur, mais en tout cas d'avoir commis une faute, celle d'avoir publié les aventures de Tintin dans le journal Le Soir, donc qui est un grand journal belge qui correspondrait en France à Le Monde ou au Figaro. Donc on l'a accusé d'avoir simplement publié Tintin. Il fera d'ailleurs un jour de prison. C'est une aventure, une expérience plutôt, qui va le marquer absolument toute sa vie. Donc il n'a plus le droit d'éditer quoi que ce soit, donc il va passer son temps à refaire son travail, donc cet album va être refondu, colorisé, le dialogue va être réécrit, certaines scènes vont être enlevées pour atteindre cet objectif des 62 pages, et il faudra attendre le début des années 60, enfin la fin des années 40 et le début des années 50, pour que Hergé se remette, ait à nouveau le droit de travailler, et c'est à ce moment-là qu'il va créer le journal de Tintin. Pourquoi l'Amérique? Eh bien, à cette époque, en Europe, on avait pour les États-Unis une fascination absolument immense. Fascination qui était véhiculée par notamment le cinéma, comme les films de gangsters ou les films de cow-boys. L'espoir d'une vie meilleure en émigrant aux États-Unis, la démesure des États-Unis, tout y était beaucoup plus grand. Les rues, les buildings, les espaces. Mais pour Hergé, cette fascination va surtout aux peaux-rouges, c'est-à-dire les Indiens. En effet, il faut rappeler que Hergé, pendant toute sa jeunesse, a été scout, ce qui l'a profondément marqué. Je vous rappelle que Tintin, d'ailleurs, a lui aussi un côté scout. Et les scouts ont des rituels qui s'inspirent directement des Indiens et des peaux-rouges. À partir de quelle source Hergé va-t-il travailler pour créer Tintin en Amérique? Eh bien, en réalité, à partir de pas grand-chose, comme il le fit exactement pour Tintin au pays des soviets et Tintin au Congo. Il va posséder d'une documentation extrêmement mince, ce qui fera que cet album Tintin en Amérique, comme les autres albums, comportera à nouveau d'énormes lieux communs, d'énormes clichés. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à partir du Lotus Bleu, Hergé va changer sa méthode de travail, on en reparlera, il aura une impressionnante bibliothèque, une bande d'images extrêmement importante, car je vous rappelle que Hergé n'a jamais voyagé
en tout cas pour écrire les albums de Tintin, et qu'il voyagera uniquement à la fin de sa vie. Hergé va s'inspirer surtout de trois documents. Le premier, c'est une revue mensuelle française, née en 1914 dans les tranchées, qui s'appelle le Crapouillot, qui est une revue, dirons-nous non conformiste, qui tantôt est plutôt d'extrême gauche, tantôt est plutôt d'extrême droite. La deuxième source d'information, c'est le livre de Paul Cause, qui parut en 1928, qui s'appelait Mœurs et Histoire des Peaux-Rouges. Alors, qui était Paul Cause, qui est aujourd'hui un personnage assez oublié? C'était un peintre français, né au Liban, et c'est aussi celui qui contribua à populariser en Europe les scouts de France. C'est lui qui va introduire ces rituels inspirés par les Peaux-Rouges. Alors, toute sa vie, il a été passionné, Paul Cause, par les Amérindiens, à qui d'ailleurs il consacra la plus grande partie de son œuvre. Les thèmes introduits chez les scouts par Paul Cause sont les suivants, donc les thèmes des signes de piste, les totems et par exemple les surnoms d'animaux. La troisième source d'information dont Hergé va puiser des éléments, c'est l'essai Scènes de la vie future, écrit par Georges Duhamel, pareil, écrivain assez oublié aujourd'hui. Georges Duhamel avant d'être écrivain, il était surtout un médecin, et il va publier cet essai en 1930 après un long voyage en Amérique qu'il va effectuer pendant plusieurs mois. Et Georges Duhamel passera également par Chicago, et c'est de là que Hergé tira son inspiration, surtout à travers les passages qui parlent de Chicago. Il faut savoir que ce livre donc, de Georges Duhamel inspira également un grand écrivain, c'est Louis-Ferdinand Céline, pour son Voyage au bout de la nuit, publié en 1936. Si vous avez lu Le Voyage au bout de la nuit, eh bien une partie du livre se passe aux États-Unis. Alors il faut savoir aussi que c'est un autre débat, mais Louis-Ferdinand Céline, lui, par contre, avait voyagé aux États-Unis. Bien. Alors, Georges Duhamel va tirer de cette expérience, comme Louis-Ferdinand Céline aussi, si on s'en tient au Voyage au bout de la nuit, comme une expérience absolument horrible, donc par ce voyage aux États-Unis, où il va en fait dénoncer dans son livre la société de consommation, la production de masse, l'argent, le puritanisme surtout. Je vous rappelle que quand Georges Duhamel fait son voyage et quand Hergé écrit Tintin en Amérique, c'est la période de la prohibition aux États-Unis, c'est-à-dire l'interdiction de la vente et de la fabrication d'alcool. Prohibition qui va durer 13 ans, de 1920 à 1933. Et c'est ce que Hergé d'ailleurs dénonce aussi dans l'album Tintin en Amérique. Que raconte Tintin en Amérique? Eh bien, si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous connaissez désormais mon adage, un livre se lit mais ne se raconte pas. Par conséquent, je ne vous raconterai pas l'histoire de Tintin en Amérique. Mais ce que l'on peut dire, c'est que Hergé nous présente, comme pour le Congo et comme pour les soviets, un pays de cartes postales, une Amérique ici de cartes postales. L'histoire se passe à Chicago, ville de naissance de Disney, ville du truand mafieux Al Capone, plus connu sous le nom de Scarface, c'est-à-dire le balafré, personnage qui va être présent dans cet album, Tintin en Amérique, qui va lutter contre Tintin. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est le seul personnage ayant vraiment existé dans la vie de tous les jours qui est représenté dans un album de Tintin. L'Amérique est ici sommaire, donc je le disais, assez caricaturale. Les Indiens sont éclipsés. Il faut savoir que Hergé, à la base, voulait faire une histoire entre Tintin et les Peaux-Rouges, et au fur et à mesure de son écriture, eh bien, tous ces Indiens vont finalement être mis à l'écart pour laisser place à une histoire complètement différente. Seules 15 pages sur 62 nous parlent des Indiens. Les gags sont mis bout à bout, il n'y a pas de mise en scène, le scénario est assez pauvre. J'en veux pour preuve les déclarations d'Hergé dans le livre d'entretien avec Nouma Sadoul, à la page 97. Hergé déclara ceci. Pour cette histoire, je n'avais pas non plus de scénario ni de plan établi. J'allais au hasard au gré de mon inspiration. Chaque semaine, je fourrais Tintin dans une situation hasardeuse en me demandant souvent comment j'allais l'en sortir. Pour moi aussi, les aventures de Tintin étaient une grande aventure. Ce n'est qu'à partir du Lotus bleu que j'ai changé de méthode et que j'ai essayé de bâtir de véritables scénarios. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cet album se situe entre le film policier et le western et que le cinéma a définitivement influencé Hergé.
Malgré tout, il y a du positif dans cet album. Il y a beaucoup de choses positives. Alors par exemple, une amélioration au niveau de la représentation de tout ce qui concerne les moyens de transport, comme par exemple les trains, les voitures, les motos, les sidecars de la police et les taxis américains, très fidèles aux taxis de l'époque, c'est-à-dire avec des bandes jaunes et noires. Le dialogue aussi est beaucoup plus travaillé, mais il faut savoir que Hergé a refondu son album entre-temps, en 1946, comme je vous disais il y a un instant. On peut noter aussi une amélioration au niveau du découpage. Tintin au pays des soviets était un livre anticommuniste, anti-bolchevique. Tintin en Amérique, lui, est un livre anticapitaliste, tout à fait dans la ligne éditoriale du XXe siècle, journal belge pour lequel travaillait Hergé. Si l'on ne devait retenir qu'une seule planche dans tout l'album Tintin en Amérique, eh bien cela serait sans aucun doute la planche numéro 29. En effet, dans cette planche, Tintin dénonce, à travers Hergé, la spoliation des peaux rouges dans la scène de la découverte du puits de pétrole. Ce sera la première fois que Tintin prendra la défense des peuples opprimés. La première fois, mais certainement pas la dernière. Dans le Lotus bleu, par exemple, Tintin dénoncera l'annexion de la Chine par le Japon. Dans Coq en stock, il dénoncera les esclaves noirs emmenés à la Mecque par bateau. Et enfin, dans les bijoux de la Castafiore, il dénoncera les discriminations dont sont victimes les Romanichels. Dernière anecdote, Tintin, en Amérique, fut publié aux USA pour la première fois en 1970. Eh bien, l'éditeur américain d'Hergé lui demanda de blanchir certains personnages ou de les transformer en hispaniques car il les trouvait à son goût beaucoup trop noirs, chose que Hergé refusera de faire. Pour terminer cette vidéo et pour compléter vos connaissances sur le monde de Tintin, je vous recommande les 3 livres suivants. Le premier, j'en ai déjà parlé, il s'agit de la biographie d'Hergé par Pierre Assouline, dans laquelle vous apprendrez nombre d'anecdotes sur Hergé et sur les albums de Tintin. Pour compléter cette lecture, et vous pouvez lire ces 2 biographies dans l'ordre que vous voulez, Hergé, fils de Tintin de Benoît Peters, la 2e biographie. Et enfin, le 3e livre, le livre d'entretien avec Hergé par Nouma Sadoul, qui s'appelle tout simplement Entretien avec Hergé, livre toujours disponible en librairie avec une couverture différente. Pour la prochaine vidéo, nous nous éloignerons de l'univers de Tintin encore et nous irons en Provence, et plus exactement à Marseille, dans l'enfance de Marcel Pagnol, où nous parlerons de ses 2 chefs-d'œuvre, La gloire de mon père et Le château de ma mère. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, vous faites le contraire, vous mettez un pouce vers le bas. Abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi un commentaire. Je vous remercie pour les pouces pour mes vidéos précédentes, pour les commentaires et pour les souscriptions. Continuez. À bientôt.